Le mercato d'hiver vient tout juste de fermer ses portes et côté olympien on a eu 4 arrivées et 4 départs si on ajoute le transfert définitif de Malinovski. Place maintenant au terrain avec une deuxième partie de saison qui va être cruciale parce qu'il y a une qualification en Ligue des Champions et potentiellement de belles émotions à vivre en Europa League avec d'abord une double confrontation très excitante face au Shakhtar. Avant ça, c'est le moment de faire le bilan de ce mercato hivernal en revenant sur les départs et sur les arrivées, en se demandant plus largement si c'est un mercato réussi ou si la stratégie du tandem Longoria-Benassia est critiquable. De votre côté, est-ce que vous trouvez que le mercato est réussi? Dites-moi ce qui vous a plu et ce qui vous a déçu dans les commentaires. On commence sans plus attendre par un focus sur les départs. Le premier dont on va parler, c'est celui de Renan Lodi, un départ qui était surprenant parce qu'il était arrivé il y a 6 mois. Alors évidemment, j'ai pas été très fan de ce qu'il a montré depuis sa signature, avec des difficultés sur le plan défensif, et un impact offensif qui n'était pas forcément à la hauteur de ce que j'attendais de lui. Pour autant, je pensais qu'il s'inscrirait sur la durée, au moins à moyen terme, mais son passage à Marseille aura finalement été très rapide, c'est le moins qu'on puisse dire. Si on en croit Gattuso et Longoria, son départ n'était pas du tout prévu initialement, mais l'offre d'Al Hilal était impossible à refuser, déjà parce que le club saoudien a triplé le salaire de Lodi, et aussi parce qu'ils ont posé 23 millions sur la table. Alors oui, il faut prendre en compte le pourcentage de l'Atlético, mais ça reste une belle vente, que ce soit pour le bilan comptable, mais également pour la masse salariale, parce qu'il touchait quasiment 300 000 € par mois. Vis-à-vis des contraintes de la DNCG, c'était aussi une nécessité de l'alléger un peu. Sportivement, je suis pas déçu de son départ, il n'a pas été très éclatant sur les 6 premiers mois. Il a notamment montré des lacunes défensives, je m'attendais à mieux de la part d'un joueur comme lui, un joueur que j'avais beaucoup aimé à ses débuts à Madrid et que j'espérais quand même qu'il se rapproche au moins un peu de ce niveau-là. Il a aussi beaucoup enchaîné sans doublure attitrée et en étant avec le Brésil à chaque trêve internationale ou presque. Pour autant, j'étais pas contre l'idée de le voir plus longtemps au club, mais l'aspect économique a obligé un départ dès cet hiver. Une belle plus-value pour un joueur qu'on a acheté 13 millions cet été, qu'on revend 23 cet hiver, alors qu'il sort de 6 mois en demi-teinte. L'aventure de Vitinha n'aura pas été beaucoup plus longue que Lodi, il a quitté le club 1 an jour pour jour après son arrivée. La forme de son transfert n'est pas idéale et laisse présager un potentiel retour cet été, c'est un prêt avec option d'achat non obligatoire de 25 millions €. Comme on le disait dans l'analyse de son départ il y a quelques jours maintenant, l'idée de la direction c'était probablement qu'il se relance en Serie A et qu'il ne perde pas de valeur, ce qui aurait peut-être été le cas s'il était resté à Marseille. Il y a un autre élément important puisque d'après les dernières infos, le Genoa prendrait en charge l'intégralité de son salaire. Une opération permise par le rachat anticipé de Malinovski à un montant inférieur aux 10 millions prévus. En baissant l'indemnité à 7 millions €, ça leur permettait de prendre en charge la totalité du salaire de Vitinha sur les 6 prochains mois. L'OM économisera donc 280 000 € par mois jusqu'à la fin de saison, ça correspond à 1 400 000 €, donc c'est clairement pas négligeable. Sportivement, c'est pas un départ que je regrette spécialement. Bien sûr, j'aurais vraiment voulu le voir réussir ici, mais il était en total manque de confiance, une adaptation très délicate et une impatience grandissante chez les supporters. C'est la meilleure solution pour tout le monde à mon avis, mais on n'est pas du tout à l'abri de le revoir dans 6 mois. Le dernier départ enregistré, c'est le prêt de François-Régis Muguet à Dunkerque. C'est vraiment une super idée à mon sens parce qu'il a vraiment besoin de jouer. D'après Mohamed Toubachter, ils lui ont garanti du temps de jeu. C'est d'ailleurs ce qui a donné l'avantage à Dunkerque alors qu'il avait des intérêts d'autres clubs en Ligue 2 comme Angers, Caen ou Saint-Etienne, mais qui ne lui garantissaient pas le même temps de jeu. Il va tenter d'aider Dunkerque dans leur mission maintien et on sera d'ailleurs très attentif à sa situation dans Focus sur les prêtés avec un nouvel épisode qui sortira bientôt. Je trouve en tout cas que c'est un mouvement intelligent de la part de la direction après l'avoir sécurisé jusqu'en 2028 il y a quelques temps. On peut aussi ajouter le départ définitif de Malinovski, comme on l'a dit c'était prévu initialement en fin de saison, la direction marseillaise prenait certainement en charge une partie plus ou moins importante du salaire, son départ dès maintenant nous permet de récupérer quelques millions d'euros et d'économiser la totalité de son salaire. C'est plutôt une bonne opération même si elle est intimement liée à celle de Vitinha, ce qui n'aurait d'ailleurs pas plu à la DNCG d'après les infos de l'équipe, puisque la baisse de l'indemnité de transfert de Malinovski correspond plus ou moins au salaire de Vitinha jusqu'en fin de saison. Côté arrivée, Onana a signé en prêt avec option d'achat de 4,5 millions. La direction voulait absolument un milieu supplémentaire pendant la CAN, mais aussi pour avoir une doublure pour Kondogbia. L'arrivée d'Onana n'a pas été hyper bien accueillie, certains y voyaient un manque d'ambition et n'étaient pas convaincus par le profil du joueur. Après, comme on le disait, c'est une opération sans risque, puisque si ça fonctionne pas, on a juste à pas lever l'option d'achat, et si au contraire ça fonctionne bien, on pourra le faire signer définitivement pour 4,5 millions, ce qui reste très raisonnable. Il va apporter sa polyvalence puisqu'il peut aussi dépanner en défense centrale, il connaît bien le championnat et ça apporte une solution supplémentaire à Gattuso. C'est pas la recrue qui va nous faire sauter au plafond bien sûr, mais ça reste plutôt cohérent par rapport aux critères de la direction. Ils ont profité de sa situation à Beşiktaş pour le signer rapidement, et à côté de ça, c'est un joueur qui a 24 ans, donc si on vient à le faire signer définitivement, on peut éventuellement espérer faire une plus-value par la suite.
Les dossiers les plus importants de l'hiver concernaient le poste de latéral gauche. La première urgence c'était de trouver une doublure. La direction a jeté son dévolu sur Ulysse Garcia qui est dans la fleur de l'âge, qui a de l'expérience européenne et les qualités pour évoluer dans un 4-3-3 comme dans un 3-5-2. Un transfert de 4 millions d'euros qui reste raisonnable pour un joueur qui était considéré comme le meilleur latéral du championnat suisse, qui est aussi international et qui à mon avis, au-delà d'être une simple doublure, peut même postuler à une place plus importante par rapport à ses qualités. Une doublure c'était la priorité, mais avec le départ de Renan Lodi, il fallait aussi trouver un titulaire. On a longtemps parlé de Truffert, mais c'était compliqué. On a aussi entendu parler d'un retour de Tavares ou d'un intérêt pour André Lignot. C'est finalement Quentin Merlin qui a été choisi et qui signe pour 10 millions plus 2 millions de bonus. La direction voulait un joueur qui connaît le championnat, qui parle français et qui n'aura donc pas besoin d'un gros temps d'adaptation. C'est un jeune joueur donc il y a aussi la possibilité d'envisager une plus-value. Il a vraiment fait le forcing pour venir à Marseille et on espère maintenant qu'il va s'adapter rapidement parce qu'on aura vraiment besoin de lui sur cette deuxième partie de saison. En tout cas, il a toutes les qualités pour réussir, que ce soit par ses qualités pures, mais aussi par sa mentalité et le sang-froid, le calme dont il peut faire preuve dans son jeu. Dernière recrue qu'on va évoquer, Faris Moumbagna qui est arrivé pour 8 millions d'euros. C'est un coup très intelligent à mon sens parce qu'on va rarement piocher dans le championnat norvégien alors qu'il y a de très bons joueurs. Moumbagna a été excellent avec Bodø Glimt avec de très belles statistiques et des matchs très aboutis, y compris en Coupe d'Europe. Il remplace numériquement Vitinha en ayant une pression bien moins forte sur ses épaules, mais il a de très belles qualités à faire valoir. S'il continue d'être sur une pente ascendante comme sur les derniers mois, il va nous régaler. C'est un vrai finisseur, un joueur rapide capable de prendre la profondeur et qui est aussi très puissant. À 8 millions ça reste très correct, et pour le coup je suis très impatient de voir ses premiers pas à l'OM, peut-être même dès ce week-end face à Lyon. Alors maintenant, est-ce que l'OM a réussi son mercato? Bien sûr, on ne pourrait faire un bilan qu'en fin de saison après avoir vu les joueurs jouer de nombreuses fois. Pour autant, sur le papier, je trouve ça plutôt cohérent, c'est pas forcément des noms hyper éclatants, mais on a recruté des joueurs relativement jeunes sans faire des transferts hyper onéreux non plus. Le départ de Lodi, c'est une bonne nouvelle sur le plan économique, celui de Vitinha pourrait être une très bonne chose aussi selon ce qui va se passer sur les 6 prochains mois. En tout cas, on a réduit la masse salariale, et c'est quelque chose qui était attendu parce qu'elle était encadrée par la DNCG. La direction montre à l'instance qu'elle a fait des efforts pour la réduire. De ce point de vue-là, c'est plutôt intéressant. Et concernant Vitinha, si l'option d'achat était vraiment levée en fin de saison, on ferait quand même une belle opération parce que ça se rapprocherait du prix qu'on a payé sans les bonus qui n'ont pas été atteints. On a aussi tous les postes doublés avec 2 latéraux gauche et ça change des 6 premiers mois où ça nous a posé problème. On a 2 latéraux droits, plusieurs solutions au milieu de terrain et sur les postes offensifs. Il y a aussi la possibilité de passer du 3-5-2 au 4-3-3. C'était ce que recherchait Gattuso pour s'adapter plus facilement à nos futurs adversaires et le banc va lui permettre d'avoir des changements impactants en cours de match, ce qui était beaucoup moins facile pendant la CAN. En revanche, je reste dubitatif par rapport à la gestion du dossier Jonathan Klaus. Ça peut laisser des traces parce qu'il a été pointé du doigt par la direction dans un timing assez compliqué. Ils ont tout fait pour lui trouver une porte de sortie sur les derniers jours du mercato, et maintenant je me demande quelle version de Jonathan Klaus on va avoir sur les 6 prochains mois, parce que c'est une situation qui doit forcément le marquer. À côté de ça, je comprends quand même Longoria et Benassia dans leur volonté de faire le ménage parmi les joueurs qui ne sont pas prêts à se sacrifier pour l'équipe, et qui ont un investissement très irrégulier. On a besoin de joueurs qui se donnent à fond pour atteindre nos objectifs, et au-delà du simple niveau de jeu, la mentalité a une grande importance, sachant que la direction veut mettre en place un état d'esprit commando pour atteindre nos objectifs. Sarr a lui aussi été poussé vers la sortie, il avait d'ailleurs des prétendants bien identifiés comme Villarreal ou Nottingham Forest. Il y a eu un gros retournement de situation parce que Gattuso voulait le garder pour passer en 4-3-3 par moment. Même chose pour Enrique qui a beaucoup plu au coach italien, lui aussi annoncé sur le départ tout au long du mois de janvier mais qui devrait apparemment rester. Je dis apparemment puisque le marché brésilien est ouvert jusqu'au 7 mars et que certains clubs pourraient revenir à la charge. La déception, c'est de pas avoir trouvé de club pour Pape Gueye. On imagine qu'il nous a pas facilité la tâche parce qu'il préfère partir libre. Certains médias expliquaient que la direction le soupçonnait d'avoir déjà trouvé un accord avec son futur club. C'est crédible parce qu'il n'a pas donné suite aux 2 belles offres de prolongation. La tribune olympienne expliquait quand même qu'il restait quelques jours pour le prêter en Turquie. La direction est bien consciente qu'il restera jusqu'en juin, mais ils espèrent économiser son salaire sur les 6 prochains mois, histoire de limiter la casse. À voir ce que ça va donner, mais le mercato ne serait pas totalement terminé pour lui. Dernier élément qui m'a un petit peu déçu, j'aurais aimé qu'Emran Soglo soit prêté dans un club de Ligue 2 pour aller chercher du temps de jeu plus régulièrement. Même chose pour Simon qui restera au club sur les 6 prochains mois et qui n'est toujours pas prêté.
C'est le même refrain à chaque mercato, la Minute OM explique qu'il partira libre en fin de saison, et c'est vraiment dommage de pas l'avoir prolongé puis prêté, espérons maintenant qu'on s'en mordra pas les doigts dans quelques années comme pour Samba et Mendy quelques années plus tôt. En tout cas je trouve que c'est un premier mercato très cohérent de la part de Mehdi Benassia, c'était un mercato d'opportunité et des sommes folles n'étaient pas non plus dépensées, l'idée c'était pas de reconstruire un effectif totalement mais d'apporter quelques modifications. Ce qui est intéressant c'est d'avoir pu trouver une solution pour Vitinha qui arrange un petit peu tout le monde alors que c'était très compliqué sportivement sur les dernières semaines. On sera maintenant très attentif au prochain mercato de Benassia en espérant qu'on puisse trouver une certaine continuité et éviter de tout changer saison après saison. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout que vous avez aimé passer ce mercato en ma compagnie avec les vidéos d'actualité qui se sont quand même pas mal enchaînées avec les présentations aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo avant de partir et aussi de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vais être actif tout au long de l'année avec les débriefs, les avant-matchs, les analyses entre deux et également d'autres contenus qui arriveront par la suite. Si vous avez regardé cette analyse jusqu'au bout, écrivez Mercato dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour l'avant-match de Lyon OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.